La 49e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'accent a été mis sur la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'adopter les accords de partenariat économique avant octobre 2016. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO a également prêté serment à la cérémonie d'ouverture synthèse de Pape Biram Bigendiaï. L'instant solennel de la 49e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO commence par la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEDEAO. Moi, Marcel Alain de Souza, je jure de servir loyalement et légalement le Béninois Marcel Alain de Souza, économiste de formation, prête serment pour un mandat de 2 ans. En ma qualité de président de la commission de la CEDEAO, après avoir juré de servir loyalement la communauté, Marcel Alain de Souza s'engage à ouvrir pour l'intégration économique et celle des peuples de la CEDEAO pour un espace de paix et de prospérité. Il a plusieurs défis. Je voudrais ici vous réitérer tout mon engagement et ma détermination de porter haut le flambeau de la CEDEAO, de travailler à faire de la CEDEAO des États une CEDEAO des peuples, forte, prospère, dont la croissance inclusive et le développement économique et social n'abandonnent personne sur le quai. Autre défi majeur à relever, la sécurisation de la communauté face à la menace terroriste. Un enjeu de taille en adéquation avec la libre circulation des personnes et des biens. À ce niveau, la mise en place d'une force régionale de défense et de sécurité est en gestation. Et l'ONU préconise une meilleure coordination des forces de sécurité des pays membres de la CEDEAO avec un partage d'informations pour prévenir les attaques terroristes. Un climat apaisé dont les États membres de la communauté, un souci permanent des Nations Unies qui saluent les avancées démocratiques au Sénégal. Je félicite également le président Macky Sall pour la réussite des référendums et les processus de dialogue engagés avec tous les acteurs politiques sénégalais. Les questions économiques étaient aussi au cœur de cette cérémonie d'ouverture. Des questions qui révèlent aujourd'hui la nécessité pour les États africains d'adopter les accords de partenariat économique. Le processus de signature de l'accord de partenariat économique APE entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne reste encore inachevé. La date butoir du 1er octobre 2016 se rapproche. En vue de préserver nos acquis et maintenir la cohésion et la dynamique solidaire de notre communauté, il est hautement souhaitable que l'APE, déjà conclu, emporte l'adhésion de tous les États membres de la CEDEAO. Sur la situation en Guinée-Bissau, le président Macky Sall lance un appel à la classe politique bissau-guinéenne pour un retour à la normale et permettre au pays d'avancer. La lutte contre le terrorisme, notamment contre Boko Haram, doit être la priorité des États. L'appel du président Macky Sall résonne comme une invite à l'union sacrée pour vaincre l'extrémisme religieux. Les attaques au nord du Mali, à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam et à Bosso hier seulement, montrent clairement que la menace terroriste reste une source de préoccupation pour notre sous-région. Nous devons y faire face en associant tous nos moyens dans une perspective globale à long terme. Il nous faut en même temps lever tout amalgame dans la terminologie. Il n'y a aucun État islamique en Afrique de l'Ouest correspondant aux visées terroristes de Boko Haram. Boko Haram reste Boko Haram. Et l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme meurtrier. Cela doit être très clair. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est poursuivie à huis clos. D'importantes résolutions sont attendues à l'issue de cette rencontre pour réussir le pari de la sécurisation de la communauté
et du développement économique et social. Intéressons-nous au bilan du président Macky Sall qui a passé la main à Ellen Johnson Sirleaf à la tête donc de la CEDEAO. Durant son mandat, le chef de l'État s'est pleinement investi pour une organisation communautaire plus forte. Le président de la République a notamment imprimé sa marque à travers ses médiations et la gestion de la paix et de la sécurité au Mali. En quittant la présidence en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État laisse un bilan satisfaisant, apprécié à sa juste valeur. Il a été un très bon président en exercice. Nous l'avons tous félicité et reconnu ses mérites. Absolument. J'aimerais exprimer la satisfaction des Nations Unies pour le leadership du président Macky, le rôle qu'a joué le Sénégal dans la région ouest africaine. Le Sénégal est toujours un pays stabilisateur de la région, un pays démocratique. Donc, on a vu un leadership dynamique de la part du président Macky et nous sommes aussi vraiment contents que le Sénégal est en même temps un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ça nous a donné une opportunité d'une étroite collaboration entre les Nations Unies et la CEDEAO. C'est que le bilan est en cohérence avec les actes qu'il a posés, notamment au plan politique. Au cours de mon mandat, j'ai suivi de près l'évolution de la situation au Burkina Faso et en République sœur de Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, j'appelle à nouveau toute la classe politique bissau-guinéenne à faire preuve de dépassement pour préserver les acquis démocratiques du pays et lui éviter des lendemains incertains. La CEDEAO a fait beaucoup d'efforts pour que la paix soit préservée. Au-delà de ces médiations réussies, le président Sall a aussi joué un rôle déterminant dans la situation au Mali, par l'envoi de contingents, mais aussi une présence personnelle aux côtés d'un peuple frère. Mais il y a la CEDEAO des peuples, celle qui implique une libre circulation des personnes et des biens, entre autres. À ce niveau, le Sénégal donne un exemple à mettre sur le compte du président Macky Sall. Nous atteindrons notre objectif d'intégration quand chaque citoyen de notre communauté pourra librement s'y mouvoir et vaquer à ses occupations. C'est la finalité même de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, dont la mise en circulation devrait démarrer au cours de cette année. Au Sénégal, nous avons entamé le processus avec l'adoption de la loi instituant cette carte biométrique CEDEAO. En clair, c'est un bilan prometteur d'espoir, grâce à des orientations claires du chef de l'État qui vise à assurer de bonnes relations de voisinage, mais aussi la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Le bilan donc du président Macky Sall qui a passé la main à Ellen Johnson Sirleaf à la présidence en exercice de la CEDEAO. Il faut dire que pendant son mandat, le chef de l'État s'est beaucoup investi pour une organisation communautaire plus forte. Le président de la République qui a notamment imprimé sa marque à travers ses médiations et la gestion de la paix et de la sécurité. Nous allons parler donc en marge de ce sommet de la signature de l'accord, de l'acte de reconduction de l'accord de siège entre le gouvernement du Sénégal et l'agence du NEPAD. Le bureau régional symbolise l'engagement du Sénégal en faveur du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. À ce propos, nous écoutons le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, et le secrétaire exécutif du NEPAD, Ibrahim Mayaki, au micro de Oumar Nying. Par cet accord renouvelé, le Sénégal réitère son engagement en faveur du NEPAD, dont il faut le rappeler, il est l'un des pays initiateurs. Le Sénégal renouvelle également sa foi et sa conviction au fait que la mise en œuvre des grandes orientations du NEPAD et de ses projets structurants constitue une passerelle
majeurs pour parvenir au développement du continent. Monsieur le secrétaire exécutif, par la reconduction de cet accord de siège, le Sénégal a décidé d'accorder au bureau régional du NEPAD pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, des facilités, privilèges et immunités afin de lui permettre d'exercer convenablement sa mission et dans les meilleures conditions. Je voudrais vous présenter tous nos remerciements pour le renouvellement de cet accord et présenter en même temps tous nos remerciements à son Excellence le Président Macky Sall pour cette confiance renouvelée dans la capacité du NEPAD à mettre en œuvre les projets qui ont été décidés par le comité des chefs d'État du NEPAD qu'il préside. Ce bureau régional à Dakar va constituer un maillon essentiel de notre processus de mise en œuvre et conséquemment sera doté des infrastructures nécessaires qui lui permettront de jouer ce rôle. Plus de 4 milliards ont été investis à Ziguinchor pour de meilleures conditions d'enseignement. La révélation a été faite par le ministre de l'Éducation. Serigne Mbaye Thiam présidait un CRD sur l'éducation. C'était à Ziguinchor. Il a été question des infrastructures scolaires réalisées ou en cours. Kaltom Gueye. Durant 6 tours d'horloge, il a été question de l'éducation à Ziguinchor. Ce CRD est l'occasion pour les acteurs, les collectivités locales et l'association des parents d'élèves de faire le point sur la situation des infrastructures. Ces 3 dernières années, plusieurs réalisations ont été faites pour une scolarisation de qualité. Sur la période 2012-2015, un investissement total de 4 milliards 308 millions de francs CFA a été consenti à la région de Ziguinchor et il est prévu sur la période 2016-2019 un investissement de 2 milliards 532 millions de francs CFA dans le secteur de l'éducation. Un investissement pour rehausser le niveau de tous les établissements de l'enseignement moyen et secondaire et il est établi comme suit. Les 4 milliards 308 millions de francs CFA ont été utilisés pour la construction et l'équipement de 558 salles de classe, 30 blocs administratifs et 40 blocs d'hygiène pour un coût global de 3 milliards 270 millions de francs CFA. La construction et l'équipement de 6 écoles élémentaires complètes pour 198 millions, la construction de 7 collèges d'enseignement moyen pour 605 millions et la construction en cours d'un BST pour 166 millions et de l'inspection d'académie de Bignona pour 66 millions de francs CFA. Avec ces infrastructures, les constructions vont progressivement remplacer les abris provisoires. Ceci est possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Nous avons une vision très globale de l'accompagnement du développement du capital humain et des potentiels de croissance économique dans cette région de la Casamance et nous nous efforçons de soutenir au mieux la politique de ce gouvernement. Ce comité régional de développement a permis de faire un état des lieux de l'enseignement à Ziguinchor. Il a aussi permis un échange fructueux entre les parties qui composent ce secteur. Les acteurs de l'éducation saluent cette démarche inclusive. Je remercie l'initiative prise par le ministre de venir organiser cette rencontre. Parce que, au départ, pourquoi il l'a fait? Parce que la région de Ziguinchor fait partie des régions qui ont le plus grand nombre d'abris provisoires. Donc il fallait qu'ils viennent d'abord discuter avec les gens, faire une synthèse pour pouvoir résorber le taux élevé d'abris provisoires. Pour résoudre définitivement les difficultés notées dans l'enseignement, surtout en ce qui concerne les infrastructures, les projets tels que l'initiative Fast Track, le matching GRS-USAID et le PAEPK sont mis sur pied en Casamance, projets qui rejoignent ceux qui sont déjà au niveau national comme le PACEB,
tous pour un enseignement de qualité au Sénégal. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Éducation envisage de poursuivre le programme de construction d'infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. 175 salles de classe seront construites à Bignona, 21 à Oussouye et 44 à Ziguinchor. Des réalisations qui vont participer à promouvoir l'accès à une éducation de base de qualité dans la capitale du Sud, Oumar Baldé. Cela fait 1 an déjà que l'État a apporté des modifications sur certaines dispositions du Code du travail. Des mesures qui concernent en grande partie le stage. Les professionnels des ressources humaines jugent utile de faire un bilan d'étape après 1 année. Parce qu'il y en a déjà qui n'ont pas senti l'application des textes dans les entreprises. Nous nous sommes dit que certains étaient venus pour voir exactement dans le cadre d'échanges comment, dans le fond et dans la forme, ces textes doivent être appliqués. Et nous sommes dit maintenant, à partir de ces échanges, une fois que les DRH seront en entreprise, ils pourront voir exactement, à partir de ces échanges, qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les décisions à prendre. Cette initiative du CNP, Conseil national du patronat, s'est voulu un cadre de réflexion pour les membres de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines d'apporter leurs idées, permettant aux différentes entreprises de se conformer au texte. Nous pensons que c'est un texte qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations, raison pour laquelle aujourd'hui il nous semble intéressant justement de participer à ce séminaire-là qui va apporter aux différents praticiens de ces textes-là l'occasion de lever les zones d'ombre ou les zones d'interprétation pour pouvoir mieux appliquer ces textes réglementaires puisque c'est leur quotidien dans leur travail de directeur ou de gestionnaire des ressources humaines. Ce qu'il faudrait, c'est que les entreprises se plient à la nouvelle réglementation pour distinguer 2 types de stagiaires désormais. Les stagiaires académiques, scolaires, d'études, ça c'est un stagiaire d'études qui n'est pas réglementé encore au Sénégal. L'autre c'est le diplômé d'études. Là, ce serait un stagiaire régi par la nouvelle réglementation. Au sortir des travaux, ces responsables des ressources humaines dans différentes entreprises de la place pourront être mieux outillés pour une application de la législation. Toutes nos excuses, vous avez dû noter que ce n'était pas le bon élément. La caravane du recensement général des entreprises du Sénégal a été lancée ce matin. Il s'agit pour l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de dénombrer toutes les unités économiques. L'objectif est de disposer d'informations fiables sur la structure et la démographie des entreprises. Plus de 1000 agents ont été recrutés pour les enquêtes de terrain. Louis Bilza. Dakar Plateau, Grand Yoff et Pikine, 3 quartiers cibles de la caravane de sensibilisation des unités économiques installées au Sénégal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie sillonne les rues de la capitale dans le cadre d'un projet global dénommé Projet de rénovation des comptes nationaux. Ce projet comporte 2 volets, le volet changement d'année de base et celui du recensement général des entreprises. Pourquoi le recensement général des entreprises? Parce que nos comptes nationaux sont basés sur une année très lointaine qui est 1999 et de 1999 à 2014 qui sera notre nouvelle année de base, il y a beaucoup d'activités qui ont été créées et ces activités ne sont pas très bien prises en compte dans nos comptes nationaux. Aujourd'hui, il est temps de réviser ces comptes nationaux et pour ce faire, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a besoin non seulement d'indicateurs multiples, mais aussi d'indicateurs sur la structure de l'économie. Le recensement général est venu pour répondre à ce besoin et aussi répondre aux besoins de mise à jour de notre base de données sur les entreprises, base de données issue de l'immatriculation des entreprises. Je crois que tout le monde a entendu parler du NINEA. Et donc l'immatriculation est faite à notre niveau et la base de données qui est issue de cette immatriculation doit être mise à jour et ce recensement permettra aussi de le faire. Le recensement permettra aussi d'avoir des indicateurs qui seront répartis dans les régions avec l'acte 3 de la décentralisation qui est né. Les indicateurs au niveau local sont nécessaires pour les politiques locales. Les unités économiques sont priées de collaborer avec les enquêteurs. Nous invitons les entreprises à collaborer avec nous parce que l'ANSD a été créée par les pouvoirs publics, je dirais même par le Sénégal, les Sénégalais, l'État du Sénégal, pour qu'ils puissent disposer
d'informations, de données statistiques fiables. Donc nous sommes chargés de produire des informations fiables. Et cette information-là, je dirais que c'est le gage de toute responsabilité. La caravane ne se limite pas seulement au niveau de Dakar, la sensibilisation va s'étendre au niveau des régions. Plus de 1500 enquêteurs ont été recrutés pour le travail du terrain. Tous les établissements des secteurs formels et informels disposant d'un local professionnel aménagé sont concernés par le recensement. Les renseignements fournis ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a procédé à la remise d'équipements informatiques aux collectivités locales. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance et le développement des territoires, un projet exécuté par l'Agence de développement local Fatimata Banelba. Un lot de matériel informatique estimé à plus de 83 millions est destiné aux collectivités locales. Un appui essentiel dans le renforcement des capacités institutionnelles des élus et des acteurs du développement local. Un lot de matériel avait été remis à des communes. Cette année, on a doublé la mise. Je crois qu'un nombre plus important encore de communes ont reçu du matériel informatique, à savoir des ordinateurs, des onduleurs, des imprimantes, mais aussi effectivement des photocopieuses. Tout cela s'inscrit dans le processus de maîtrise de l'information territoriale. Vous savez que le chef de l'État a inscrit la territorialisation des politiques publiques au centre de sa stratégie de développement local. Au-delà de ces infrastructures numériques, l'Agence de développement local a mis en place un géoportail, un outil élaboré pour la maîtrise de l'information territoriale. Cet exécutif local, à partir de cet outil-là, a une meilleure lisibilité de son territoire et les projets et programmes sont adaptés aux problèmes du territoire. Donc l'outil est très pertinent parce que tous les décideurs peuvent, en tout cas à partir de cet outil-là, prendre des décisions en ayant les éléments. Du côté des élus locaux, cette initiative les satisfait largement. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis que le président Macky Sall est en place, le volume de ces transferts a considérablement augmenté et continue d'augmenter d'année en année. On aurait pu se contenter de cette évolution. En réalité, à travers l'appui matériel que votre département fournit, aujourd'hui c'est un exemple, mais en réalité c'est un rythme assez régulier. Tous ces outils vont contribuer à la mise à disposition d'une base de données fiable, nécessaire pour une bonne connaissance des territoires. Les élus sont appelés au bon maintien de ces infrastructures numériques. Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique était à Kaolack au cœur des échanges avec les acteurs à la base. Les missions et objectifs de la structure de financement, les opportunités sont nombreuses, notamment en termes de formation technique et de renforcement de capacités. Claire Diop. Séance d'échange et de partage sur les contenus, missions et objectifs du projet 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ici à Kaolack. La structure s'appuie sur 4 guichets. Financement du personnel des entreprises, des établissements de la FPT, des demandeurs individuels de formation professionnelle et enfin le guichet assurance qualité. L'accent est mis sur les métiers porteurs de croissance. Les jeunes et entrepreneurs en quête d'emploi sont la cible. Nous avons expliqué à nos cibles, qui sont les jeunes demandeurs d'emploi, les travailleurs des organisations professionnelles, des entreprises, les centres de formation, publics comme privés, comment ils peuvent faire, tous ces bénéficiaires, pour bénéficier de l'appui du 3FPT. Aujourd'hui, nous pensons que pour accompagner valablement le plan Sénégal émergent, il faudra forcément avoir des ressources humaines de qualité. Formation, financement et encadrement, ces offres de services ont démarré depuis 2014. Ce rendez-vous de Kaolack a réuni chefs d'entreprise, chambres consulaires, inspecteurs de l'éducation et de la formation, étudiants, artisans. Nous avons commencé à faire ce qu'on appelle des certificats de spécialité. C'est des formations de courte durée et nous avons l'ambition de former 10 000 jeunes dans les formations dans les certificats de spécialité. Formation de courte durée, 4 à 6 mois, qui permettent à ces jeunes-là d'avoir de la qualification et de pouvoir rentrer dans le marché du travail. La formation professionnelle occupe une place de choix dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, consacré au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Mais pour bénéficier de tout ce dispositif, des préalables. Les marchés publics sont des procédures. Et l'État n'accorde pas de marché à une organisation professionnelle
qui n'a pas de NINEA, qui n'a pas de registre de commerce, qui n'est pas légalement, en tout cas légalement reconnu. Donc je pense que c'est important qu'on accompagne les organisations professionnelles artisanales dans ce formalisme, qu'on les accompagne aussi s'ils ont des besoins en matière de passation des marchés publics. Au niveau national, l'ambition est de former des jeunes dans les 4 prochaines années sur les certificats de spécialité. Objectif, donner une qualification aux jeunes demandeurs. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une caravane de la direction des 3 FPT dans le Sénégal des profondeurs pour sensibiliser sur ses missions et services. Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité était en visite à Ziguinchor. Maître Pape Khalignan a tenu une rencontre de partage sur le projet Un ASP, un métier pour informer les agents de la capitale du Sud. Il s'agit de les accompagner dans leurs besoins de formation pour trouver un métier dans le domaine de leur choix. Abdoulaye Zban. Cette rencontre de partage sur les nouvelles orientations de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a été l'occasion de restituer les conclusions de l'atelier sur le projet Un ASP, un métier. Il s'agit d'informer les agents sur les perspectives de formation et d'emploi qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, on a estimé nécessaire de fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle afin d'accompagner les ASPR. Si un ASP trouve quand même une formation et un métier, naturellement, on va trouver les moyens de l'accompagner pour s'insérer directement et définitivement dans une structure de manière durable. C'est pourquoi on a parlé de constitution de société ou bien une société individuelle. Au cours de cet atelier de partage, il a été demandé aux ASP de faire leur choix de formation par rapport aux potentialités du terroir, de manière de les pousser à participer au développement de leur localité. Si on essaye de trouver des métiers dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine de la foresterie et dans d'autres domaines, je pense que tous les jeunes ils pourront trouver pied à terre. Il suffit d'avoir les compétences et la formation pour pouvoir vraiment s'insérer. Et nous sommes là pour accompagner les ASP. Après cette rencontre d'information et de partage, rendez-vous est donc pris très prochainement afin de permettre aux ASP de faire leur choix dans les domaines de formation qu'ils auront ciblés. Je vous parlais de ce sujet dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le ministère de l'Éducation nationale envisage de poursuivre le programme de construction d'infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. 175 salles de classe seront construites à Bignona, 21 à Oussouye et 44 à Ziguinchor. Des réalisations qui vont participer à promouvoir l'accès à une éducation de base de qualité dans la capitale du Sud, Omar Baldé. Ziguinchor, capitale de l'éducation sénégalaise le temps d'un week-end. Un tour à l'école élémentaire Amitié Sénégal-Canada permet de constater les chantiers de construction en cours. Ici, 3 salles de classe et des latrines sont en finition. Une aubaine pour les bénéficiaires. La construction de ces 3 classes va nous permettre de décongestionner et pouvoir travailler à l'aise et au bénéfice des enfants. Parce que quand il y a une pléthore dans une classe, le maître est des fois dépassé, il ne pourra pas faire correctement son travail. Autre école, même constat. À l'école élémentaire de Koboda, des salles de classe sont en cours d'achèvement dans l'établissement. À côté, une maîtresse déroule ses enseignements dans un abri provisoire. Nous sommes vraiment satisfaits de la construction des salles de classe. Cela va nous permettre de mieux faire nos apprentissages. À l'image de ces infrastructures scolaires, ce sont 508 salles de classe dans l'élémentaire, 7 collèges et 2 inspections de l'éducation et de la formation en cours de réalisation dans la région de Ziguinchor. La construction clé à main du CEM de Koudjoubé. Il y a également la construction de salles de classe à Touba, à l'école élémentaire de Touba, la construction de salles de classe à l'école élémentaire de Touba Tranquille et la construction de salles de classe à l'école de Dimaya. La lenteur des procédures, je pense que tout à l'heure ils l'ont dit là, je pense que ça va aller plus vite pour permettre aux populations de bénéficier de ce don. Et au départ, j'avais dit que le taux qui est réservé aux constructions était faible par rapport à l'enveloppe financière. Mais vu l'explication de ceux qui ont le dossier, parce qu'il fallait aussi relever
le niveau des maîtres, j'ai dit bon, donc c'est une bonne chose. Désormais, grâce à ces réalisations, l'expansion de la carte scolaire de la capitale du Sud est assurée. Parlons de la société civile qui remet à la délégation générale à la société, à la protection sociale et à la solidarité nationale un document dans lequel elle apporte sa contribution pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Près de 178 organisations non gouvernementales ont soumis leurs recommandations et se prononcent sur les politiques sociales développées dans le PSE. Philomène Constance Diagne. Il est désormais transmis à la délégation générale à la protection sociale. Élaboré par l'ensemble des parties prenantes de la société civile, ce document a été réactualisé après 10 ans d'existence pour répondre aux programmes définis dans le PSE en matière de protection sociale. Sur les 11 programmes qui ont été identifiés comme étant des programmes de protection sociale, validé par le gouvernement de la République du Sénégal, mis en œuvre par le gouvernement de la République du Sénégal, nous avons procédé effectivement à une analyse diagnostique de chaque programme, à identifier les atouts, évidemment les faiblesses, mais aussi les contraintes qui font qu'on ne pouvait pas aller de l'avant, mais aussi formuler des recommandations. Je crois que ça, c'est l'important élément qu'il y a dans le document. Le deuxième aspect par rapport au contenu, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, était sur un point de vue sur la vision, la stratégie globale, dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes globalement. Et là aussi, on a un autre point de vue. Nous avons dit que peut-être amplifier davantage la prise en compte du secteur pauvreté dans le dispositif. Les acteurs préconisent une prise en compte de la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale. Sa mise en œuvre devrait améliorer les conditions de vie des populations en situation de précarité. Compte tenu de votre expertise avérée, de l'importance et de l'ancienneté de vos actions en direction de la population, notamment dans ses composantes les plus vulnérables. Grâce à cet apport, le document de stratégie n'en sera que plus riche et plus élaboré, car fruit d'un consensus de tous les acteurs. Il permettra ainsi au gouvernement et à ses partenaires d'avoir un tableau de bord à l'aune de leurs ambitions pour la protection sociale. Ce document traduit la forte implication des acteurs non étatiques. Les nouveaux paramètres établis dans cette contribution de la société civile vont pouvoir changer la vie des personnes vulnérables. Les députés des commissions santé, éducation et genre ont participé à un atelier de plaidoyer pour la protection des adolescents et des jeunes contre les grossesses précoces initiées par Population Council en partenariat avec le ministère de la Santé. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les graves risques associés à ces grossesses hypothéquant souvent la scolarité au Madiao. Il y a juste un an, les acteurs clés de la santé et de la reproduction s'étaient réunis autour de Population Council. L'organisme avait fini de dresser le profil pays du Sénégal pour les grossesses chez les adolescents et les jeunes. Et cette année, nous faisons en quelque sorte un suivi, une deuxième étape. Qu'est-ce qui a été réalisé? Où en est la situation? Quels sont les défis qui sont encore présents? Les défis sont énormes au regard de l'importance démographique de cette tranche d'âge. Environ 31% de la population. Donc il est important qu'on puisse vraiment assurer à cette couche de la population un avenir beaucoup plus radieux. Un avenir radieux passe généralement par une scolarité accomplie. Or, une grossesse menée à terme, c'est au moins une année scolaire, une hypothèque qui bouche l'horizon de l'école. C'est des enfants qui sont appelés à faire leurs études. Et vous savez que grossesse et études vont difficilement de pair. La jeune fille ou l'adolescente mère, même si elle échappe aux complications obstétricales et à la tentation de l'infanticide, se voit obligée d'élever sans grand moyen ni expérience son enfant. La question dépasse le cadre strictement sanitaire. Elle intègre la famille, l'éducation et la société dans son ensemble. Il est évident que nous devons intensifier nos efforts en ce qui concerne l'information, la sensibilisation, le partenariat et la mobilisation des ressources nécessaires pour faire de telle sorte que la cible concernée puisse être mieux protégée. L'une des pistes majeures, c'est la satisfaction des besoins non couverts en planification familiale. La jeunesse est parfois synonyme de curiosité. Et quand cette curiosité n'est pas contrôlée,
on va vers la dérive. Ce sont les jeunes filles qui sont les plus exposées. Des études récentes montrent la précocité nette de la vie sexuelle chez beaucoup d'adolescents qui n'ont aucun accès à des moyens contraceptifs. À un certain âge, à défaut de pouvoir s'abstenir, autant savoir se protéger. La série sur Rebeuss, un quartier cosmopolite depuis sa création, Rebeuss, niché au cœur du centre-ville de la capitale dakaroise, a été la terre d'accueil d'une forte communauté capverdienne et guinéenne. Ces deux peuples se sont bien intégrés dans la société sénégalaise. Comment sont-ils arrivés à Rebeuss? Comment apprécient-ils la vie dans ce quartier? Élément de réponse dans ce reportage signé Fatou Diouf. À Rebeuss, chez Madame Julia Vieira, dite Tchoucha, c'est l'heure de passer à table. Au menu du Kachupa, le plat national du Cap-Vert. Dans cette demeure, tout rappelle la vie au pays d'origine. Et pourtant, elle est née et a grandi à Dakar, dans ce quartier de Rebeuss. Mes parents sont venus du Cap-Vert. Depuis, ma maman est arrivée ici en 1949 et mon papa est arrivé, il avait 12-13 ans. Mon papa est de Praia, ma maman est de San Vicente. Et moi, je suis née ici. J'ai grandi à... Je suis née à Fanok, mais j'ai grandi ici à Rebeuss. Oui. Son histoire est presque identique à celle de ses compatriotes. Le lieu où descendait tout Cap-Verdien qui foule le sol sénégalais était bien sûr Rebeuss. Ainsi, au fil des ans, ils forment une forte communauté. Mon papa est de l'île de Fogo et ma maman de l'île de Brava. Ils ont tous quitté les îles pour venir et se sont rencontrés ici. Je suis né à Koloban. Ensuite, on est venu, comme il y avait tous les Cap-Verdiens dans le plateau, donc on a déménagé. Ensuite, plateau, comme il y avait la proximité, donc Rebeuss, Niayes Thioker, tout ça, qui a aussi habité, qui ont reçu beaucoup de Cap-Verdiens. Je commençais à voir des familles ici et elles commençaient à aller à l'école. J'ai travaillé. Après, je suis resté ici pour aider les enfants à l'école parce que je ne peux pas déménager pour partir à les îles de Cap-Vert. Et la cohabitation entre les différentes nationalités est des meilleures. Il n'y a pas de problème entre catholiques et musulmans. On dit Dieu merci jusqu'à présent, Yal Nayaga. Aucun problème, au contraire, les Sénégalais à qui nous disons un grand merci, nous ont bien accueillis. Donc nous, enfants, on s'est mélangé avec les Sénégalais, bon. Donc on mangeait chez eux comme eux aussi venaient chez nous. Donc, et avec le temps, on a appris le Wolof et tu vois, on mange du tout ce qui est plat sénégalais. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Autre communauté présente à Rebeuss, celle guinéenne. Dans cette grande maison, tous sont venus du pays de Sékou Touré. La dame Iyatou Bari a fait plus de 25 ans dans ce quartier. Je suis venue ici étant jeune mariée, j'ai fait plus de 25 ans au Sénégal. En ce moment, j'ai un fils qui s'est marié et j'ai donné en mariage 3 de mes filles. Ces mets sont bien appréciés par ses compatriotes et même des Sénégalais. Les Sénégalais achètent chez moi, de même que les Guinéens. Je cuisine du sakasaka, du boré, du choudioutir, du mafé, bref, des plats guinéens. Rebeuss, un quartier où il faisait bon vivre, aujourd'hui le décor n'est plus le même. Surpeuplé et bruyant, ici on ne retrouve le calme qu'à la tombée de la nuit. C'est pourquoi de nombreuses familles ont déménagé. Rebeuss, un quartier, plusieurs cultures. Dans ce quartier également, l'assainissement est une équation à plusieurs inconnus. Et c'est à cause d'un réseau vétuste sur place. Les populations attendent avec impatience le projet de renouvellement du réseau qui est en gestation. Pape Bounetiao. Une forte pression démographique, un réseau d'assainissement fragilisé, suranné. Conséquence, à Rebeuss, les eaux stagnantes sont devenues monnaie courante. À chaque fois, les égouts refoulent, hein? Et je crois qu'il faut que les responsables de canalisation doivent essayer d'améliorer la situation, quoi. Parce que sinon, bon, chaque année, on va évoluer les eaux. Et puis, c'est pas bon pour les enfants. On ne peut pas, même quand l'eau vient, on ne peut pas respirer.
on ne peut pas respirer. Parce qu'il y a plein d'eau, de saleté. Tu vois, le rassainissement là, c'est pas bien fait. Le réseau est vétus. Même certaines activités sont menacées. Ici, la cohabitation avec les eaux usées est devenue presque banale. Les eaux stagnantes rendent difficile notre petit commerce. Parce que quand c'est sale, les clients ne viennent pas. L'État a vite pris la mesure de la situation. Un projet d'envergure de renouvellement du réseau d'assainissement sera bientôt mis en œuvre pour soulager les populations. Les financements ont été déjà acquis. Nous avons un financement avec la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique qui a accordé au Sénégal un financement de 6 milliards pour renouveler le réseau de Rebeuss, le réseau de la Médina et le réseau de la Gueule Tapée. Actuellement, on est en train de finaliser la procédure de recrutement du bureau d'études qui va faire les études. Et au terme des études, nous allons lancer les appels d'offres pour passer aux travaux. À terme, ce projet sera une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de Rebeuss. Ces populations ne souhaitent qu'une seule chose, avoir un cadre de vie adéquat. Des cars rapides de Ndiagandiaï, des bus campent le décor de la gare urbaine de Lat Dior. Cette gare ne désemplit pas. En dehors du transport, d'autres activités s'y développent. Anaïs Nyanyamane. Nichée au cœur du quartier de Rebeuss, la gare urbaine Lat Dior vit au rythme des vrombissements des moteurs, bus, cars rapides et autres Ndiagandiaï. Va-et-vient des passagers conciliabules, c'est l'ambiance qui règne ici. Une gare vieille de plus de 40 ans. Ce sont les voitures de transport de bagages qui allaient à Colobane avant. Ils ont été remplacés par les cars. Les prix étaient fixés à 15 francs pour Colobane, Usine Benetali à 20 francs, Pikine à 25 francs. Avant, on avait 200 à 300 cars dans le parc. Mais actuellement, c'est difficile avec l'arrivée des Tata. Ici, c'est le point de départ et de chute de plusieurs cars en commun. Plusieurs tours sont effectués dans la journée. Dès que tu arrives, tu t'inscris. Comme vous pouvez le voir avec ce car rapide-là, le chauffeur a déjà donné 600 francs pour son premier trajet. Et pour le second, ça sera 300 francs. La gare urbaine Lat Dior est très accessible. Néanmoins, les usagers déplorent l'insalubrité et l'insécurité. Je trouve que c'est bien. Seulement, le problème, c'est la salubrité. Le rang aussi, les gens ne respectent pas le rang. Je crois que c'est abordable, 250 francs, c'est pas mal. Le garage de Lat Dior est bien organisé. Hein? On fait la queue pour monter sur les Tata. Mais le problème en est que c'est pas propre. J'habite à Marisse, je suis étudiant à l'ICAO, ici Saint-Michel. Je prends ici chaque jour, le Tata pour aller à Marisse, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, comme aux alentours de la gare, de petits commerces se créent. Gargotes, vendeurs de fruits ou d'arachides. On y trouve même des blanchisseries de fortune. Actuellement, le commerce ne marche pas ici à Lat Dior, mais on rend grâce à Dieu. Moi, je vends des arachides, des bananes et des pommes. Les mécaniciens ne sont pas en reste. Ils ont établi un garage à l'intérieur de la gare. Je suis là depuis 99-2000. Je répare des cars comme les Ndiagandiaï et les bus Tata, et les King Long, même les King Long, je répare ça. Je suis formé en ce domaine. La gare Lat Dior reste l'une des plus importantes de la capitale, même si des efforts restent à faire dans le cadre de la sécurité. Une image devenue presque banale au regard de beaucoup de téléspectateurs. Pourtant, le caractère dangereux d'un tel comportement ne souffre d'aucune contestation. Je trouve ça anormal parce que aussi on doit faire de telle sorte que si le véhicule contient déjà le nombre prévu, vraiment on cesse et que les autres prennent d'autres véhicules, c'est ce qui est normal. Parce que si on surcharge les véhicules, ça va mettre en danger la vie des autres et ceci vraiment ce sont des choses à éviter. Déjà, une telle situation était à l'origine d'un grave accident la semaine passée à hauteur du camp Bugassé. Bilan, 2 morts, plusieurs blessés.
Et malgré tout, les supporters persistent dans leurs mauvaises habitudes. Vraiment, ce qui s'est passé la fois dernière ne nous honore pas. Donc pour partir dans un quelconque spectacle, vraiment les gens peuvent prendre 1 à 2 à 3 véhicules pour pouvoir partir en paix et revenir en paix. Mais que dire des chauffeurs qui ont la responsabilité de convoyer les clients à destination? La responsabilité du chauffeur est engagée pour moi 100%. Il y a beaucoup de tolérance par rapport à ça. Si le chauffeur était responsable, il pourra dire aux usagers ou bien aux supporters de descendre. Si ça de wax deug yalla moy lolu mom si ça de mom du yoon mom légui la surcharge est à bannir. Personnellement, je ne le fais pas. Même avant de quitter, je l'ai carrément dit aux clients parce que mon patron ne l'accepte pas. Bañ nak suñu patron sax daf ne surcharge su ngeen ko defee seen auto su ngeen ñëwee ngeen indil ma sama auto. Un acte d'incivisme, une insouciance caractérisée. Mais pourquoi ces supporters font-ils des kilomètres sans être inquiétés? En sport, la qualification du Sénégal à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Aliou Cissé réussissent la mission à la 5e journée après leur victoire 2-0 sur le Burundi. C'était cet après-midi. Le résumé de cette rencontre avec Setna Ludjiro. La joie d'une 14e qualification à une CAN. Le Sénégal valide son ticket pour la 31e édition après sa victoire sur le Burundi. La voie du succès, les hommes d'Aliou Cissé la tracent dès la première période. L'ouverture du score intervient à la 15e minute. Action en 3 temps. Exécution du coup franc par Pape Ndiaye Souaré. Remise de Mame Biram Diouf. Sadio Mané marque son 3e but dans ses éliminatoires. Le Sénégal qui ouvre la marque grâce à Sadio Mané. 1-0 pour les Lions. 1-0 puis 2-0. Déboulé de Mame Biram Diouf, la folle course de l'attaquant débouche sur l'alourdissement du score juste avant la pause. Du pied gauche, Mame Biram Diouf qui marque le 2e but des Lions. Tout juste après la mi-temps, l'équipe hôte manque peu de réduire le score par son attaquant Abdourazak Fiston, mais Khadim Ndiaye veille au grain. Le nouveau titulaire sous l'air Aliou Cissé a ensuite donné des frayeurs avant de sauver son équipe sur cette double parade à la 86e minute. Le Sénégal pouvait tranquillement gérer sa fin de match. Score final 2-0. Les hommes d'Aliou Cissé réalisent pour le moment un parcours sans faute. La satisfaction est bien évidemment au rendez-vous à la suite de cette 14e qualification à la CAN. Le sentiment du devoir accompli prédomine dans la tanière. Réaction d'après-match au micro de nos envois spéciaux, Ibrahim Mboup et Khalidou Bey. Super content aujourd'hui. On savait que ça allait pas être facile aujourd'hui. C'est notre 2e mi-temps le moins abouti. Mais voilà, l'essentiel c'était de prendre les 3 points et de se qualifier. Ils nous ont pas respecté en disant qu'on était au même niveau qu'eux. Aujourd'hui, on a montré qu'on était au-dessus d'eux et on a su gagner ce match et rentrer avec la qualification. Voilà. Maintenant, on est en vacances, on va retrouver nos familles tranquillement. Une grande fierté parce que c'était pas évident du tout. Maintenant, aujourd'hui, on décroche la qualification. On va continuer à travailler tranquillement, mais surtout ne pas s'enflammer. C'était pas facile, on vient de loin, mais comme une équipe, comme une famille, on a su travailler dur, on a fait beaucoup de sacrifices ensemble et aujourd'hui, c'est payé. Donc Dieu merci, alhamdulillah. C'était un match difficile, on le savait, mais l'objectif c'était de gagner, donc on l'a fait, Dieu merci. Aujourd'hui, moi je suis satisfait de mes joueurs. Donc c'est une qualification méritée, vu que je suis à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. On a toujours travaillé avec ces garçons-là, donc arriver à se qualifier ici à Bujumbura, c'est vraiment une grosse satisfaction. Mais l'autre satisfaction, c'est d'avoir gagné 5 matchs consécutifs. Et ça, je pense que les garçons ont écrit une nouvelle page, en tout cas de l'histoire du football sénégalais. Donc on doit continuer comme ça. On va avoir très satisfait de ce qu'ils ont fait. On a encaissé ces 2 buts, mais c'était par mégarde de mes joueurs. Je dirais, je ne peux pas dire que ce sont chaque fois quand il y a des fautes, c'est là où il y a des buts, mais je ne dis pas que mes joueurs n'ont pas mérité. Nous aussi, on a eu des occasions, mais la finition nous a été difficile. Mais ça, quand même, on a pu montrer un bon football. Et comme vous savez, on joue à 2, c'est un qui gagne, c'est la loi du jeu.
Mais chaque fois quand on perd, on ne peut pas se mettre on peut pas se mettre sur la tête tout. On a fait de nos mieux, vous avez vu, sur le terrain, mais on continuera à travailler pour améliorer notre niveau de jeu. Même sentiment de satisfaction chez le président de la Fédération sénégalaise de football. Voici maître Augustin Senghor au micro toujours de nos envois spéciaux. C'est assez particulier pour nous autres, membres de la Fédération, parce que pour cette édition, cette qualification est l'aboutissement de tout un travail.